Donc on en parlait ce matin, on va ouvrir un petit peu le capot de comment est-ce qu'on réalise des produits chez C1. On va parler de marque blanche encore une fois, mais sur la partie plus conception de produits, sur la partie ergonomie, sur la partie design, sur la partie comment est-ce qu'on customise, comment on personnalise les interfaces chez C1. Deux autres personnes sont venues dans le studio Paradis pour nous accompagner là-dessus. Tout d'abord, Martin Doguet. Bonjour Martin. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors Martin, tu es responsable d'une équipe qui n'est pas forcément commune chez les opérateurs. C'est plutôt quelque chose qu'on peut voir dans des agences de création, dans des agences d'ergonomie. Et finalement, on a décidé d'internaliser tout ça. On en parle tout à l'heure, il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Super. Et on a aussi bien entendu Mathias Neuvial. Bonjour Mathias. Bonjour à tous. Alors Mathias, beaucoup de gens te connaissent chez C1 puisque tu as passé plusieurs étapes. Tu as été responsable de l'équipe marketing opérationnelle. Aujourd'hui, tu es passé au produit et tu es devenu J'ai mis les mains dans le capot. Dans le capot justement. Tu es passé du coup aujourd'hui chef produit voix chez C1. Donc tu es responsable de la partie téléphonie hébergée, de la partie mobile et de toutes les interfaces finalement qu'il y a autour de ça. On va parler d'ailleurs de mon tableau de bord tout de suite. Exactement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon tableau de bord, on va faire une petite introduction de ce que c'est tout simplement et on en parle avec Mathias tout de suite. De réunion en réunion, de déplacement en déplacement. Pour vos clients, pas évident de gérer les appels au quotidien. Mais ça va changer avec montableaudebord.fr, la solution SaaS qui permet de piloter la téléphonie d'entreprise fixe et mobile. Être joignable où l'on veut, quand on veut, c'est possible grâce au renvoi d'appels fixes et mobiles, paramétrables instantanément. Pas le moment pour écouter leur messagerie vocale? Plus besoin de l'écouter, il suffit de la lire. Les messages vocaux peuvent être retranscrits par mail et SMS. Votre client appelle de son propre mobile? Il peut afficher s'il le souhaite le numéro professionnel de son choix n'importe quand et en quelques secondes. Personnalisez l'interface que ce soit pour vous ou pour vos clients. Couleur, logo et nom de domaine, montableaudebord.fr est un véritable caméléon qui arbore l'identité visuelle voulue. Choisissez d'ailleurs les options à afficher et profitez d'espaces promotionnels pour mettre en avant vos offres. Simplifiez la gestion de la téléphonie fixe et mobile de vos clients avec montableaudebord.fr. Alors il y a 2 ans et demi, on a effectivement lancé mon tableau de bord, comme vous avez pu le voir, de toutes les fonctionnalités qui sont présentes dedans. Mathias, c'était vraiment un renouveau finalement au niveau de l'utilisateur final derrière. Exactement, le challenge, c'était vraiment de redonner le pouvoir à l'utilisateur final pour piloter sa téléphonie fixe et mobile. Donc on a énormément de fonctionnalités très, très avancées qui sont au final les solutions C1 sur la partie téléphonie hébergée et mobile. Mais en fait, on a souhaité aller plus loin en créant une plateforme qui est totalement paramétrable, personnalisable aux couleurs du partenaire. Et ça, il y avait un self-care avant, en fait. Il y avait un self-care, mais qui était juste sur les fonctionnalités basiques. C'était une approche très pertinente, mais très technique. Là, on est vraiment allé dans la vue utilisateur, dans le parcours, la notion de mobilité aussi, parce qu'on est sur un usage mobile via son portable. J'ai besoin de changer, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai besoin de changer ma gestion d'appel, j'ai besoin de faire un renvoi. Je peux le faire avec mon mobile et ça s'applique directement. C'est en temps réel. Tout à fait. Et donc c'est vrai que l'objectif, c'était pas simplement d'adapter notre self-care historique, c'était d'aller pousser cet esprit, cet ADN marque blanche qu'on a, en proposant une plateforme en fait qui se personnalise entièrement. Et ça se personnalise aussi bien au niveau du look and feel avec le logo, les couleurs, etc. Mais on est allé plus loin. Ça veut dire que le partenaire qui reprend mon tableau de bord, il va pouvoir dire si ma couleur principale de ma boîte c'est vert, je pourrais mettre l'interface à mes couleurs avec mon logo. Ouais. Ça s'applique sur toutes les pages du tableau de bord, le logo. Dès l'écran de login, il est personnalisé. On est vraiment il s'approprie vraiment totalement cette plateforme. Ouais. Et David, là l'idée c'est de dire aussi aux partenaires, on en parle depuis ce matin de la marque blanche, de comment lui il peut se responsabiliser dessus sur sa propre communication. C'est finalement de lui laisser la main et dire moi je vais donner ça à mon client et c'est pas une solution tierce que je prends, c'est ma propre solution que je donne à mon client. Oui, tout à fait, parce que quelle est la différence entre l'ancien self-care et mon tableau de bord? C'est que l'ancien self-care, finalement, n'était pas utilisé par les utilisateurs, il était utilisé par les administrateurs qui descendaient au niveau utilisateur pour faire des changements techniques. Et il n'y avait quasi aucun utilisateur qui allait dessus. Donc l'enjeu, mais pour à peu près tout le monde, c'est de prendre le trafic de l'utilisateur final, pour qu'il prenne un peu le pouvoir aussi sur les services. Pour ça, il faut une interface
soient riches fonctionnels, donc qui lui servent tous les jours, sinon bien sûr il n'ira pas, hein, donc, et qui est une partie ergonomique qui est intéressante. Une fois qu'on arrive à capter ce trafic, ce qui est intéressant pour nos partenaires comme pour nous, c'est de dire j'ai cette interface dans laquelle je vais pouvoir, c'est un socle aussi pour le futur, je vais pouvoir faire de la publicité pour mes propres services, je vais pouvoir à un moment donné, ça arrivera, je vais pouvoir faire que l'utilisateur puisse commander lui-même des nouveaux services dans cette interface. Ouais, si on lui laisse la possibilité. Voilà, mais en tout cas gagner cette visibilité que nous n'avions pas et que les partenaires n'avaient pas, qui est de ne plus parler qu'avec le dirigeant de l'entreprise cliente ou DSI, mais de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des utilisateurs et donc de favoriser des ventes et du lobby, on va dire, hein, ou de la propagande, ça dépend comment tu vas faire, pour pouvoir ensuite aller faire d'autres ventes sur d'autres services, ce dont on parle souvent du cross-sell. Voilà, là on a déjà inséré des services mobiles, fixes, voilà, essayer d'être créatif pour trouver tous les moyens pour que les utilisateurs viennent nous connaître le partenaire ou nous à travers une interface qui est différenciante et qui puisse dire j'ai un truc à mon bureau qui est génial, tu devrais voir ce que c'est. Le tenter, le tester. Ça, on ne l'avait pas jusqu'à présent. Et mon tableau de bord, c'est vraiment ce fer de lance pour pouvoir créer ça et dans le futur faire des choses qui. Enfin voilà, on a plein de choses dans la. Martin, beaucoup. Voilà. Il est déjà. On a des sujets. On a plein de sujets. J'aimerais juste revenir sur un point, c'est sur la partie régie publicitaire. Parce qu'on a le partenaire qui, effectivement, comme tu le disais, on a envie de pousser des offres de cross-sell. Donc finalement, dire si je t'ai vendu de la téléphonie hébergée, comment est-ce que je peux te vendre du mobile ? Et comme tu le dis, ce n'est pas forcément le DSI ou le responsable qui va parfois le demander, c'est peut-être même les utilisateurs. Et cette idée de mettre en place une régie publicitaire, c'est aussi quelque chose qui était central dans mon Oui, en fait, l'idée, c'était au-delà de la partie personnalisation, au-delà de la partie fonctionnalité pure. En fait, on a créé des rubriques dédiées dans mon tableau de bord qui, en fait, sont dédiées à de l'espace d'expression pour le partenaire. Donc, ça va aller par la création d'une page dédiée sur mesure. Et là, pour le coup, il souhaite mettre en avant ce qu'il souhaite. Donc, en effet, comme un espace publicitaire. Dès la homepage, il a également la possibilité d'aller personnaliser avec un header, un message personnalisé avec un lien vers un site externe au besoin. Comme une bannière qu'on pourrait avoir, une bannière de pub qu'on pourrait avoir sur un site internet, simplement. Exactement. Et en plus de ça, il a aussi la possibilité d'activer une rubrique documentation et vidéo dans laquelle il va aller pousser à ses utilisateurs des contenus. Donc c'est vrai que c'est ça. C'est contenu, pas forcément les notes. C'est contenu, donc des documents. Donc si par exemple il veut passer des tutoriaux, j'en sais rien. C'est vraiment un espace de documentation. En fait, au-delà de la partie fonctionnelle, on va vraiment, on pousse en fait le curseur avec de l'usage supplémentaire. En fait, c'est faire vivre la plateforme avec d'autres éléments qu'on peut apporter du coup à l'utilisateur. Récemment, on a poussé, on aime bien pousser la marque blanche à fond. Et il y a une chose que tu as réalisée avec les équipes chez C1, c'est la personnalisation comme une application mobile qu'on a appelée PWA, qui permet en fait de customiser même l'icône qu'on peut avoir sur les smartphones sur la partie mon tableau de bord. Oui, exactement. Alors là, c'est un petit peu technique, mais je vais vulgariser au maximum. En fait, dès le début, dès le lancement de la plateforme mon tableau de bord, montableaudebord.fr, qui est un nom de domaine marque blanche, oui, parce qu'il n'y a pas C1 dessus. On avait ouvert la possibilité en fait, de personnaliser son nom de domaine. C'est-à-dire qu'en faisant des redirections, on avait un système technique qui permettait de personnaliser. Donc le partenaire pouvait mettre tableaudebord.partenaire.fr. Ça fonctionnait très bien. En plus de ça, récemment, en fait, on a fait une étude sur la PWA, donc le Progressive Web App, qui est un standard initié par Google, qui en fait permet d'encapsuler un site web dans une app mobile, en fait. Ça veut dire qu'en gros, si je simplifie, c'est j'ai pas besoin d'aller sur le store Android et Apple, mais depuis le site internet, je peux cliquer sur un bouton et ça devient une app. Et ça installe une application. Donc, on a mis en place cet élément-là. Donc, jusque-là, c'était assez basique parce que le site l'équipe.fr le fait, Le Monde le fait, enfin, plein de sites le font. Là où on est allé encore plus loin et là où on est allé sur la marque blanche, c'est-à-dire que, un peu technique, mais quand on installe cette PWA, en fait, on charge ce qu'on appelle un web manifeste, qui est lié au nom de domaine associé. Nous, ce qu'on a fait, c'est que si le partenaire avait personnalisé un autre nom de domaine, en fait, on génère dynamiquement un nouveau web manifeste.
ce qui permet que chaque nom de domaine personnalisé permet de créer sa propre application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis partenaire, j'ai mon propre nom de domaine, je sais pas moi, selfcare.partenaire.fr, je vais avoir mon propre logo sur mon l'application téléphone. des utilisateurs. Donc j'ai mon application à moi et je propose ça à mes utilisateurs, à mes clients comme une application à mes couleurs. Et justement, comment les partenaires s'approprient ce type de... Alors, s'approprient la personnalisation de mon tableau de bord et s'approprient la personnalisation de ce que tu viens de dire, qu'on a lancé il y a maintenant un mois et demi, je crois. Voilà, non, les chiffres sont assez intéressants là-dessus parce qu'on a déjà quand même près de 700 partenaires qui ont adopté mon tableau de bord et qui le proposent à leurs clients. Parmi eux, on a environ 60% qui ont personnalisé l'interface, donc à leur couleur, logo, même activation, désactivation de rubriques. Et là, on a lancé en effet, comme tu le disais, il y a 1 mois et demi, la PWA personnalisée. Et depuis, on a environ 15 à 20% des partenaires qui se sont déjà appropriés ça, c'est-à-dire qui ont généré une application à leur couleur. Et c'est vrai que même pour eux, pour les partenaires, je pense que sur l'aspect vraiment purement commercial, quand ils vont à la rencontre de leurs clients, de leurs prospects, je pense que c'est un vrai argument de dire, regarde, on a une application sur mesure. Et même dans le discours, il peut aller plus loin, parce que si le partenaire a signé un client qui souhaite personnaliser pour lui-même, en fait, le niveau de personnalisation peut descendre même jusqu'au niveau du client. Ça qui est intéressant. Client par client, c'est-à-dire qu'il peut littéralement dire pour chaque client, je vais faire un logo différent et il va avoir une application différente par client, quoi. Tout à fait. Donc c'est là où c'est puissant et c'est là où on est allé loin. Et c'est vrai que c'est un beau challenge des équipes techniques d'arriver à faire ce web manifest dynamique. Mais là maintenant, le résultat, et on sent qu'il y a une vraie croissance sur mon tableau de bord grâce à cette dernière nouveauté. Il y a plein d'adoptions, c'est clair. Pour toi, un petit peu la suite de mon tableau de bord, parce que ça évolue tout le temps. Il y a des mises à jour qui sont quasi mensuelles ou trimestrielles. Oui, tu parlais, ça fait 2 ans et demi. Déjà en 2 ans et demi, on a ajouté énormément de choses dedans, dont le mobile avancé. Donc c'est vrai que là, on propose une solution qui est assez globale, qui intègre à la fois la téléphonie hébergée et le mobile. On va continuer de faire évoluer, et à la fois sur l'aspect fonctionnel pur, mais également sur la dimension personnalisation. Donc c'est vrai que là, on a fait un gros accent sur la PWA, qui en a encore sous la pédale, parce que la PWA aussi, on peut parler de notification, très bien sur Android, pas encore totalement optimisé sur iOS, donc on est encore en retrait là-dessus, parce que on a beau dire, 60% des utilisateurs qu'on peut avoir sur ce type d'application sont sur iOS, donc il faut vraiment qu'on soit certain avant d'aller plus loin. Mais oui, on va continuer d'évoluer et d'apporter toujours plus d'éléments personnalisables pour l'utilisateur final. J'aime bien voir les partenaires, comment ils se l'approprient, comment ils customisent ça. C'est toujours très, très drôle de voir une idée qui émerge et tout d'un coup comment les gens se l'approprient pour justement générer des ventes, générer en fait cette responsabilité qu'a le partenaire de donner à leurs clients une interface extrêmement personnalisée. Et puis c'est intéressant de voir la complexité ajoutée à vouloir faire des produits et des services en marque blanche. C'est-à-dire qu'en gros, le premier objectif qu'on va se fixer, c'est de faire par défaut marque blanche, mon tableau de bord.fr où C1 disparaît de partout. Ouais. Et ensuite, on va se fixer des objectifs qui ne s'arrêtent pas là, qui disent comment on fait aussi pour créer de la valeur pour les partenaires, etc. Mais c'est des niveaux de complexité où si demain on va faire juste une appli C1, etc., on va aller beaucoup plus vite. On aura beaucoup moins de problématiques techniques pour pouvoir l'implémenter. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des services. Et c'est peut-être ça qui marque une différence, c'est que nous, on commence à penser ça avant de concevoir le produit, alors qu'il y a d'autres sociétés, peut-être, je veux dire, des concurrents qui font d'autres choses, donc ce n'est pas l'ADN, qui vont d'abord concevoir leur produit, puis ensuite se dire comment je l'adapte pour l'indirect et pour la marque blanche. Ah, tiens, j'ai oublié telle chose. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la complexité et comment on doit être créatif pour imaginer toutes les utilisations, on va dire, de nos clients marque blanche. C'est sûr qu'on se complexifie la tâche, mais à l'arrivée, on est quand même satisfait. À la fin, on est très content. Et le partenaire aussi de pouvoir aller aussi loin dans la personnalisation. Justement, il y a cette partie conception. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé radicalement depuis 1 an et demi chez C1, et on a commencé à construire une nouvelle équipe. Et justement, c'est pour ça que Martin est là et pour nous parler de cette équipe-là. C'est une équipe qu'on voit d'habitude qui est très anglo-saxonne à la base, c'est-à-dire la conception d'un produit orienté utilisateur et une vraie accélération sur cette partie-là. Ouais, je pense que c'est un vrai tournant pour C1 parce qu'il y a cette envie de dire on veut continuer à innover, à proposer les meilleurs produits à nos partenaires. Et pour ça, on se professionnalise, finalement, on fait venir des nouvelles expertises
des nouvelles compétences au sein de C1 qui vont venir travailler avec les chefs de produit, avec les développeurs, aussi avec les partenaires, on va l'expliquer. Et donc c'est des équipes qui sont composées d'ergonomes, d'experts en sciences cognitives. On va retrouver aussi des graphistes, on va retrouver des gens qui sont experts aussi en processus métier. Et on va pouvoir comme ça analyser l'ensemble de nos produits et concevoir des produits vraiment qui apportent une valeur à nos partenaires au quotidien. C'était une ADN, ça c'est une ADN qu'on a déjà depuis longtemps, hein, parce que si on regarde mon tableau de bord, c'est quelque chose qu'on a designé à 3 avec il y avait Mathias, Fabien et moi, mais c'était juste le début. Ouais. Et là maintenant on s'est dit ok, on a de plus en plus d'ambition, on a de plus en plus de choses. Rendez-vous à IT Partners pour en parler, j'en dis pas plus. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de dire comment est-ce qu'avec ces gens-là, on va pouvoir prendre un besoin. Ouais. Et comme le disait David, c'est que la marque blanche est au centre de tout ça. Comment concevoir ces produits-là? Et c'est une approche, j'ai envie de dire, systématique en fait. On est vraiment dans une méthodologie qui est une méthodologie lourde presque, où on va vraiment creuser chaque point avec les différents interlocuteurs, documenter tout ça, se challenger entre nous, entre les partenaires. C'est vraiment une grosse machine finalement qu'on a créée, mais qui nous permet d'aller au fond des choses et qui nous permet d'aller vraiment mettre de la valeur facilement. Ouais. Aujourd'hui, l'équipe, elle est... on a quoi? On a 15, 17 personnes, même plus, hein. Oui, on est à un peu moins de 20 aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, en un an et demi, on voit aussi l'effort que C1 a mis dans les ressources pour trouver des gens. Et ça prouve bien finalement cette volonté d'aller dans ce sens-là. Et de cette innovation qui est essentielle dans l'ADN. 20, c'est juste... C'est juste Uniquement, bien sûr. C'est juste sur la partie Oui, parce que, et encore, partie-là, c'est une équipe qui se nourrit aussi de tous les intervenants C1, hein, chefs de produit, les équipes techniques aussi. Évidemment, on est le support de ces équipes. On est presque une équipe transversale qui vient épauler la vision du produit et apporter notre touche d'ergonomie, ce sens design qui va faire que l'expérience de l'utilisateur, elle est fluide, elle est cohérente, et qu'au quotidien, utiliser nos plateformes, utiliser nos outils, ça sera quelque chose d'agréable et d'efficace. Pour prendre des besoins en fait finalement des partenaires, on a créé quelque chose il y a maintenant un an et demi, je crois, 2 ans, presque 2 ans, les GUS. On appelait ça les GUS, les groupes utilisateurs C1. Ouais, c'est une super aventure parce que c'est presque une communauté, hein, j'ai envie de définir ça comme ça. C'est se dire, dans cette notion de conception, il y a une posture d'humilité presque qui dit, nous, on est experts C1, on connaît très bien nos produits, mais on ne connaît pas nécessairement l'intégralité des besoins de nos partenaires. Et donc, on va avoir besoin de leur poser la question, de les faire parler, de les intégrer avec nous dans cet exercice de conception. C'est pour ça qu'on va peut-être même parler de co-conception, où ils deviennent finalement acteurs avec nous. Et on va s'assurer qu'on les écoute, on recueille le besoin, on les traite, on les intègre dans nos solutions, on leur présente, ils vont pouvoir tester, nous faire des retours. Et du coup, c'est une relation de partenaire, presque de confiance qu'on crée avec eux, où on est dans le même bateau, on a tous cette envie de produire les meilleurs produits. Et pour ça, on a des équipes dédiées, on va créer plein d'activités avec eux, donc ça peut être des ateliers, ça peut être des... Parce que j'allais dire concrètement pour le partenaire, parce que encore une fois c'est co-construit ensemble, donc c'est des gens qui voient en amont des interfaces qui ne sont pas du tout sorties, hein, qu'on va sortir plus tard, qui nous aident, mais concrètement pour le partenaire, comment ça se passe quoi? En fait, c'est déjà des gens, on va aller vers eux, on a des partenaires, parce que c'est important de dire, nous on va questionner l'ensemble, alors on ne peut pas questionner l'ensemble des partenaires, mais on va essayer de trouver des partenaires qui sont représentatifs de notre population de partenaires. Donc on va aller voir des petits partenaires, peut-être des gens qui ont des petites structures, des gens qui viennent d'arriver chez C1, qui ont ce regard un peu frais, qui vont pouvoir nous challenger sur nous, ça fait 10 ans qu'on utilise des systèmes, on ne voit plus les choses. Et puis aussi, on va prendre des historiques, des gros faiseurs qui ont des volumes différents, qui ont des problématiques différentes. Donc on a un peu cet échantillon, et on va aller les questionner au travers d'interviews. On va aller les voir sur leur lieu de travail, on va essayer de comprendre quel est l'environnement, quelles sont leurs équipes, quels sont leurs points de friction au quotidien, leurs frustrations parfois, leurs bonnes idées, comment ils détournent nos outils parfois. Toute cette créativité qu'eux aussi peuvent mettre en place. Parce qu'on parlait de mon tableau de bord tout à l'heure, de la manière dont il s'approprie. Parfois, un partenaire va s'approprier un produit, pas de la façon dont on l'a imaginé. Mais c'est super, c'est parce que on a des surprises comme ça, et ça veut dire que y a de l'ingéniosité chez nos partenaires aussi, et on a beaucoup à apprendre d'eux, et c'est vraiment cette démarche-là de dire donnez-nous de votre expertise, de votre expérience. Au final, c'est aussi, eux, c'est la voie du terrain, donc bien sûr, ils nous remontent les usages, donc c'est vrai que là tu en parles très concrètement, mais c'est vrai qu'aussi sur mon tableau de bord, il y a des éléments, des fonctionnalités qui sont nés de remontées de besoins d'usage que les partenaires devenus maintenant des groupes utilisateurs C1
en remontée en fait. Exactement. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est juste qu'on formalise tout ça. On est vraiment dans un processus, une méthodologie. C'est la recherche. sur Il y a même c'est de la vraiment recherche. On parle de recherche utilisateur et c'est comment on mobilise ces gens. Et puis, alors, on parlait d'interviews, ça peut être des ateliers. On va leur faire peut-être dessiner des interfaces avec nous. C'est assez drôle, c'est ludique. Et puis aussi, ils deviennent finalement acteurs en disant tiens, moi je verrais ça comme ça. Donc on prend ça. On fait réfléchir nos équipes UX en plus qui vont remettre une couche de design, qui vont aussi apporter leur expertise. Et par itération, donc par vagues successives, on affine le modèle, on affine les maquettes, et on va leur faire tester. On va regarder, tiens, si je prends un autre partenaire qui lui n'a pas suivi, je te mets face à une interface, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu comprends? Et peut-être qu'il y aura des blocages, et on va dire, il ne comprend pas le wording, ou ça ne répond pas à son besoin. Et constamment, comme ça, on va venir questionner ce que nous, on a produit, jusqu'à la fin, on espère produire quelque chose qui a du sens et de la valeur pour tout le monde. Après, c'est vivant, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de se dire, si on construit un produit et qu'on voit qu'il y a une lacune sur ce produit-là, c'est comment est-ce qu'on va arriver, finalement, pas juste à lancer un produit et dire, maintenant, vous vous débrouillez avec ça, c'est de dire, j'ai mon produit, et la prochaine itération, c'est quelques semaines, quelques mois plus tard, pour changer les choses, parce qu'on a vu que finalement, il y a des freins, ou il y a des choses qui se passaient un peu moins bien. C'est exactement, c'est des grandes tendances du marché qu'on voit maintenant, c'est un produit continue constamment d'évoluer. Donc ça veut dire aussi qu'il faut être constamment à l'écoute, constamment se challenger, et pouvoir re-questionner les usages. Et en fait, parfois on peut se tromper et se rendre compte que soit les retours, ils peuvent nous dire tiens, il faudrait améliorer ça, ou on peut maintenant accéder aussi à beaucoup de données qui vont nous dire l'utilisation de tel bouton, peut-être qu'il est pas assez visible, par exemple. Comment on le met plus en valeur. Donc on a plein comme ça de ficelles, d'outils qui peuvent nous guider, et ça se fait vraiment à travers les partenaires. Et c'est ça qui est assez passionnant dans cette recherche-là. C'est que nous, on a notre expertise, C1, on a une expertise design, mais ce travail ne peut se faire qu'avec les partenaires. On a, comme tu disais, chez les GUS, on a donc les groupes utilisateurs C1, on a plusieurs types de partenaires. On a des nouveaux, on a des anciens, on a des gens qui sont très dans l'infogérance, il y en a d'autres qui vont utiliser des API, qui vont construire aussi de leur côté des outils, qui vont intégrer nos outils dans le leur, et vice-versa. Donc les API prennent une place très importante aussi chez C1. Moi, je voudrais que tu expliques un tout petit peu comment ça s'est traduit récemment, déjà tout le travail qui a été fait sur la partie GUS. Quel est le premier module qu'on a sorti, notamment l'éligibilité, comment ça s'est passé, et après un peu la suite. Alors le premier module qu'on a sorti qui est vraiment visible pour les partenaires en effet, c'est l'éligibilité. Alors qui est une version, j'ai envie de dire, on a les premières briques de l'éligibilité parce que derrière il y a aussi plein de fonctionnalités qu'on a pensées qui sont en cours de développement, qui vont arriver, parce que c'est aussi ça, c'est notre capacité à livrer des choses et dire tiens, ça marche bien, et puis la prochaine étape c'est là où est-ce qu'on veut aller. Et donc on l'a construit pareil avec les partenaires, on les a fait tester, on les a fait réagir. Encore aujourd'hui, vous allez sur l'éligibilité, vous pouvez apporter des commentaires, dire tiens, j'aimerais voir ça et tout ça. Donc on crée ce dialogue perpétuel et c'est vraiment cette... Il n'y a pas besoin que d'être GUS d'ailleurs, parce que dans la partie directement dans la partie de l'éligibilité, maintenant l'idée c'est de dire vous avez une idée, vous avez une remarque, il y a un souci, qu'on puisse le récupérer de notre côté. Et on le récupère, on le traite et on a même une grosse base de données de connaissances finalement où on va venir archiver tous les commentaires qui nous sont faits par nos partenaires et par nos GUS, en interne également, pour pouvoir s'y référer le jour où on va dire tiens, on veut sortir tous les commentaires sur la facturation, et je peux dire tiens, Didier de tel partenaire a dit à telle date qu'il aimerait ça parce que dans son contexte ça a du sens. Et on pourra éventuellement le contacter pour dire tiens, c'est intéressant ce que tu m'as dit, j'ai envie de creuser, est-ce que tu veux venir faire des ateliers avec nous, est-ce que tu veux venir tester nos interfaces, et s'assurer qu'on est bien en cohérence avec ses besoins. Et tout ça se voit pas, comment ça se voit avec l'éligibilité, ça se voit pas encore, on va pas spoiler, on va pas dire tout ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est, David, quelque chose qui change drastiquement dans notre manière de faire les choses. Ce que tu disais au démarrage, c'est un vrai tournant. Là, pour moi, c'est un vrai tournant pour C1. C'est-à-dire que quand on a je refais toujours le truc d'ancien combattant, je suis désolé. mais quand on a démarré, on était des gens, des spécialistes télécom, on était convaincus qu'il fallait automatiser, informatiser, donc on a créé ces interfaces-là. Moi, j'étais plutôt sur la partie besoin, je voudrais faire ci, comme ça, comme je sentais quelque part, comme ça on a fait ça assez souvent. À l'instant. À l'instant, parce qu'on connaissait par cœur notre activité. Derrière, Alexis me dit non, on va faire plutôt mieux. Bon, bref. Donc, on était sur ce modèle-là. Et je pense que la vraie décision, je parlais un petit peu en introduction, c'est vraiment, depuis quelques années, pas encore visible, c'est peut-être ce que tu dis, c'est vraiment de
de devenir une boîte de soft qui fait des télécoms, pas une boîte de télécom qui s'améliore sur la partie soft. Et ça veut dire des investissements énormes, parce qu'on parle de 20 personnes, c'est juste sur la conception, Oui. donc ça veut dire qu'il y a Après, toute l'équipe de absolument. développeurs, etc. Et je disais en introduction, on est certainement l'opérateur avec le plus gros pourcentage de développement soft quelque part, en Europe quelque part. Et je pense que c'est assez important, parce que là, aujourd'hui, on parle aussi à des gens qui veulent commencer, qui veulent choisir, mettons, je suis convaincu par la marque blanche, est-ce que je vais avec C1, pas C1, etc. C'est important d'avoir cette visibilité-là que, en gros, ce qu'on est en train de construire, d'investir, va, au cours des 5 prochaines années, au fil du temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 5 ans, on commence déjà, Ça arrive. c'est qu'on va avoir vraiment des interfaces qui sont différenciantes, des mécanismes qui sont différenciantes, qui sont à la fois du métier, mais à la fois liés avec du business, parce qu'on peut avoir des interfaces qui sont un peu trop faites par des techniques, d'autres qui sont un peu trop faites par du commercial. Et moi, en tant que participant au GUS et voyant en tout cas les premiers résultats, je suis assez bluffé de cette synthèse qui est faite et qui permet vraiment de satisfaire, on va dire, toutes les populations, mais en apportant des horizons qui sont différents. Parce que, effectivement, ce n'est pas une personne qui fait une spec, c'est finalement l'addition selon les thèmes, peut-être de 30 ou 40 personnes avec des profils différents. Interne et externe. Interne, externe. Et c'est vraiment, je pense, un point qui est très fort. Aujourd'hui, c'est One, on met toutes nos ressources là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de construire pour demain une interface qui va être incroyable pour la marque blanche. Ouais. Et pour l'ensemble des services. Pression. Voilà. Donc, mais je suis convaincu. Il faut y aller maintenant. Non, mais on le voit. C'est important. C'est vraiment important parce que, en gros, c'est quoi la différence entre C1 et un autre opérateur? Et maintenant, c'était déjà Sophia quelque part. Mais on va vraiment encore plus dans cette direction-là. C'est ça notre vraie différence avec les autres. Encore une fois, on partage un peu nos perspectives, mais c'est vrai que ça va être quelque chose de très différenciant dans les mois et les années à venir. Merci Mathias, merci Martin d'être venu un peu partager et sous le capot ce qui se passe. David, je te retrouve tout à l'heure. Là, on va passer à une autre thématique qui est le marketing personnalisé. Encore une fois, si vous êtes partenaire et que vous posez la question de comment vous pouvez appliquer toute cette marque blanche, on en parle avec Nelly et avec notre invité qui arrive tout de suite.